La définition d'un tiers-lieu, c'est quelque chose de très... Justement, la question, c'est qu'est-ce que c'est un tiers-lieu ? Ah ouais, je m'attendais pas à une question comme ça, moi. C'est un lieu hybride. C'est un lieu hybride. D'assez abstrait. Nébuleux pour tout le monde, je pense. C'est un lieu dans lequel une diversité de gens viennent amener une diversité de compétences. Et qui construisent quelque chose ensemble. Ce serait un lieu de rencontre. De rencontre et de sociabilité. De rencontre et d'expérimentation. Un lieu pour pouvoir partager, échanger et créer des projets. Des projets collectifs. Et c'est un lieu des possibles, enfin, un lieu où on peut se permettre de faire des choses qui pourraient pas se passer ailleurs. Qui puisse être à disposition des habitants et des acteurs du territoire. Et du coup, il y a un espèce de mélange qui se fait comme ça dans ces lieux-là. Et c'est surtout au service de tous. Un tiers-lieu, ça vient de l'anglais third place, et donc pour définir un lieu qui n'est pas l'espace familial et qui n'est pas l'espace de travail forcément. Un lieu entre. Pour moi, c'est de l'associatif. Il y en a de plein de sortes, et si on peut le définir, c'est que c'est pas un tiers-lieu. Notre lieu à nous, à l'Ail des Ours, qui est un peu spécifique, c'est qu'on n'a pas un local, c'est pas un bâtiment, c'est une serre. Et en fait, cette serre, donc elle est dans une école, et l'idée c'était de faire graviter des gens autour d'un projet au départ de jardinage, mais du coup qui est devenu plus large que ça. Nous, c'est plutôt un tiers-lieu orienté sur le numérique. Donc on a aussi bien des habitants, des jeunes qui veulent avoir un service numérique, mais on est aussi avec des entreprises qui du coup souhaitent se former au numérique. On travaille avec des personnes qui veulent réparer des choses avec le Fab Lab. C'est surtout un lieu pour pouvoir partager, échanger et créer des projets autour de la santé, qui est plutôt axé sur tout ce qui est sport-santé. Donc où on va traiter les thématiques, voilà, plutôt sommeil, plutôt alimentation, plutôt activité physique. Le tiers-lieu santé, a priori, il n'y en a pas sur la région même. Il y a des choses certainement en cours de constitution, mais pour l'instant, on n'a pas d'équivalence au niveau régional. C'est un projet qui rassemblerait autour de l'agriculture et de la transition écologique, avec des entrées au début plutôt ciblées en termes de thématiques sur la haie, le bocage et le développement d'une filière chanvre. Ça, c'est le point de départ, mais ce serait évolutif. On a 3 axes principaux. On fait de la mise à disposition d'espaces. Donc, c'est-à-dire que on a des associations ou des auto-entreprises qui ont leur bureau à l'année chez nous. On propose du coworking également. Et puis, on a un autre volet qui est aussi d'être un lieu convivial. Donc, dans cet esprit-là, on a notre café associatif qui s'appelle le Café Bien. C'est là où se passent les soirées-jeux, c'est là où il va y avoir des permanences pour que les gens puissent venir boire un verre. C'est là où il va y avoir la programmation culturelle. On a l'atelier partagé, qui est un atelier où l'idée c'est de mutualiser donc un espace et des outils de petit bricolage, etc. Et que ce soit un lieu où on puisse essayer aux pratiques artistiques aussi. Et enfin, le dernier volet très important pour Carte Blanche, c'est de participer au développement du territoire et donc de s'inscrire dans des actions de partenariat avec tous les acteurs locaux. C'est ce qu'on fait, c'est de l'accueil d'artistes en résidence et des sorties de résidence. On a accueilli un festival cette année, on a co-organisé avec Carte Blanche et 5 autres femmes du territoire un festival autour des femmes et de la ruralité. Pour l'instant, dans les disciplines, il y a eu du théâtre, de la musique, de la peinture, de l'écriture scénaristique. Et donc là, on a commencé aussi, on a planté quelques arbres, des fruitiers, on a fait de la greffe. On ne cherche pas à être autonome en point de vue alimentaire. On a des maraîchers en bio qui font du très bon travail, donc on n'a pas besoin de faire cette activité non plus. Mais oui, on a envie de produire un peu sur le lieu, que ça aussi la nourriture que les artistes peuvent consommer quand ils sont là, lorsqu'on fait des événements, voilà. Que ça soit un lieu de vie en même temps collectif, avec chacun sa maison, son jardin, son indépendance, et des lieux communs, comme cette grande maison, comme la grange pour les événements. Nous, notre tiers-lieu, ça a été créé à l'initiative de la mairie pour faire du partage de connaissances, principalement. C'est un peu l'auberge espagnole, puisqu'on y trouve ce qu'on y apporte aussi, mais on découvre aussi, par des connaissances, on apprend des choses. Là, on fait des échanges technologiques, mais à côté, c'est des échanges culturels. Et on a créé aussi donc, un atelier de réparation,
On a créé un espace de coworking qui démarre juste là. On fait de la formation à l'informatique. Ce qu'on a voulu introduire, c'est aussi que les gens en milieu rural, ils aient accès à la technologie aussi. La technologie et des connaissances qu'on avait avant que dans les grandes villes. Et donc les gens, ils découvrent qu'ici, ils peuvent réparer leurs trucs ou faire différentes activités. Mais ça vient de Châteauroux, d'Éole, Saint-Maur, Villedieu, Méaubec, toutes les communes autour. Le tiers-lieu de La Roche-Bélusson, sa spécificité, c'est le fait qu'il soit porté par un établissement médico-social. Au rez-de-chaussée, on fera une programmation artistique et culturelle avec des salles donc adaptées qui peuvent accueillir ce genre d'événements. Au premier étage, accueillir des salles de formation et au dernier étage, donc avoir des logements pour que les jeunes puissent être en internat sur place. Et puis aussi une crèche avec des tout-petits, ouvert en horaire atypique, donc pour répondre aux besoins, nous des salariés, mais aussi d'autres salariés du territoire. On a aujourd'hui déjà des cours de français langues étrangères pour les personnes qui sont dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile, mais on pourrait avoir d'autres formats d'animation. Je suis fondateur de cette association et moi je viens d'un milieu artistique aussi bien. Je suis artisan d'art et en plus de ça, je viens du milieu du cirque et de la musique. Donc c'est très puissant et fort pour moi d'amener ça dans mon village. Donc ça va de projets culturels, socioculturels, littéraires, artistiques. Voilà, ça peut prendre toute forme. Ça s'articule entre ces deux événements qui sont Halloween et la Saint-Glinglin à Pâques. Et entre les deux, il y a la saison culturelle hivernale et automnale où on fait des petits événements qu'on appelle les barracudas. Ici, donc, ça va s'appeler Décarbone Lab. Notre objectif, c'est de créer un lieu avec 3 piliers. C'est la décarbonation des activités, la préservation de la biodiversité et la transition écologique. Si vous avez une idée en lien avec nos 3 axes, quelle que soit l'idée, c'est ici qu'il faut venir. Et si vous demandez de créer un truc qu'on n'a pas imaginé, génial, on va le faire. La fermeture définitive de la maternité du Blanc dans l'Indre. Carte Blanche, c'est une association qui est née d'un mouvement citoyen pour lutter contre la fermeture de la maternité. Il y a tout un tas de gens du territoire qui ont trouvé que cette décision était vraiment injuste et qui ont décidé de se mobiliser. Et malheureusement, cette lutte, elle a été perdue. Mais pendant ce combat, l'ancienne maison médicale de la ville du Blanc, qui n'était déjà plus occupée, a été mise à disposition pour les acteurs et les actrices de la lutte. Il y a eu cette volonté des citoyens et des citoyennes de se remettre autour de la table et de se dire qu'il y avait des habitudes qui avaient été prises, de réfléchir ensemble, de faire société, de penser à comment on a envie de vivre notre territoire. Et donc en 2020, l'association Carte Blanche a été créée. Voilà. Quand j'ai été embauché, moi, au niveau de la communauté de communes, il n'y avait aucun lieu de connexion sur le territoire. Et donc, c'était la première chose, c'est de permettre aux gens de se connecter à Internet, qui a évolué avec le temps, parce qu'on a vu des demandes arriver successivement, donc aussi bien sur l'accompagnement de dossiers administratifs que sur la formation pour vraiment s'améliorer au numérique ou être accompagné pour son entreprise. Donc, on a créé des strates ou des aides successives. Et la partie qui a changé, c'est en 2016 où on est passé de un tout petit cyberespace à Saint-Michel à ce lieu qui a été un triptyque qui regroupe à la fois un espace de coworking, un France Service et un cyberespace. Et on a rajouté depuis un Fab Lab. On habitait en région parisienne et on est parti faire un grand voyage à vélo à travers la France pour voir ce qui existait déjà en termes de collectifs agricoles qui ont des pratiques un peu innovantes et des résidences d'artistes. On a trouvé plein de gens super chouettes et des lieux super cool. Mais pas un endroit où on s'est dit, on va se mettre là. On n'avait pas du tout envie de vivre en autarcie dans un lieu très reculé. Et en fait, une des choses aussi qui nous a fait nous installer ici, des personnes qui nous ont fait nous installer ici, c'est qu'on a rencontré des maraîchers juste à côté pendant notre voyage à vélo. Et en les rencontrant, eux, ils nous ont dit, mais en fait, il y a plein de gens, il se passe plein de trucs, c'est super, il y a vraiment un réseau de personnes chouettes, quoi.
Donc on a fait un test pendant 1 an, on voulait voir toutes les saisons avant de lancer l'activité. Parce que le printemps, l'été, voilà, c'est super, mais on voulait voir aussi l'hiver à la campagne, quoi. Et ça nous a vachement plu. Donc, on a décidé de s'installer. Alors moi je suis arrivé ici parce que j'ai rencontré ma tendre et douce qui est berrichonne. Je suis arrivé il y a 10 ans et j'avais envie de monter quelque chose quoi, dans le village. Après tous les autres, c'est que des gens qui viennent des pièces rapportées entre guillemets, c'est pas des berrichons, je parle des actifs de l'association. Hein. C'est des gens qui viennent d'un peu partout. Il n'y a pas de gens, des natifs qui s'investissent vraiment dans l'assaut. Alors, l'idée est venue de plusieurs entrepreneurs locaux qui travaillent dans la décarbonation. Et donc, ils se sont dit, mais on n'arrive pas à se faire connaître, on n'arrive pas à toucher du grand public, on n'arrive pas à développer nos activités parce qu'on n'est pas ensemble. Il nous faudrait un lieu unique avec notre compétence et ouvert à tous pour faire revenir aussi de la compétence, du savoir-faire et pour transmettre ce que l'on a réussi à faire déjà. J'ai rejoint le collectif en décembre 2024 et on a commencé à travailler ensemble, à structurer ce qu'on pourrait faire ensemble et à sortir du schéma classique de l'entrepreneuriat pour véritablement monter une association qui s'appelle Décarbonable et qui va dans ce lieu développer un tiers-lieu thématique. Ce projet il a émergé notamment du plan de paysage que le parc a réalisé pour la communauté de communes Marche Occitane Val d'Anglin, qui a relevé du coup notamment la question du bocage avec la perte de haies sur le territoire. Et puis sur le chanvre aussi avec l'emplacement ici de Didier Vachot qui était un ancien maçon qui avait fabriqué son outil de transformation du chanvre. Ça a poussé aussi sur le questionnement sur la filière chanvre. Et donc c'est de là que ça a émergé et c'est un projet qui a été monté principalement par le parc au départ, par Dany Chiapero. C'est une association loi 1901. Une association, donc loi de 1901. C'est une association, on a 5 membres fondateurs. Mais c'est vraiment, il y a des décisions qui sont prises collectivement par l'ensemble du CA. Notre bureau, c'est un bureau collégial et c'est horizontal. Le comment et avec qui, ça va se travailler ensemble avec des acteurs du territoire. Et l'idée de la gouvernance, du coup, plus tard, c'est justement qu'elle est à créer. C'est toute une question de savoir qui va vraiment porter ce lieu. Est-ce que ce sera une association finalement qui portera ce tiers-lieu? Est-ce que ce sera la commune, la communauté de communes? Comment ça va s'organiser avec le parc? Tout ça, c'est des questions qui sont encore sans réponse. Kuda Kuda, c'est vraiment un lieu pour des projets. Les gens amènent des projets. On a un adage chez nous qui dit « qui génère, gère ». C'est-à-dire qu'on amène un projet, mais il faut le gérer. Et après, ça agglomère d'autres personnes qui participent au projet pour le réaliser, quoi. C'est complètement une création d'intercommunalité. C'est vraiment les élus qui ont fait un choix de dire qu'il manquait un service à la population d'accompagnement avec les outils numériques. Et donc, c'est comment on rajoute de l'humain et de l'aide, de l'accompagnement sur ce service numérique pour permettre aux gens de ne pas avoir à se déplacer à Châteauroux à 45 km, mais de trouver le service directement sur leur territoire. On a commencé le projet vraiment à 2 et petit à petit, on agrège du monde avec le fait de créer des événements. Là, il y a une voisine qui s'est installée, qui fait aussi partie de l'asso et qui porte pas mal de choses. Donc voilà, petit à petit, on est en train d'agréger plein de gens autour de ce projet. L'équipe de la Maison Sport Santé de la Brenne qui sera aussi impliquée dans le tiers-lieu. Donc on est 4 à l'heure actuelle. Donc moi qui suis médecin, Hervé et Marion qui sont enseignants en activité physique adaptée et aussi Élodie qui est plutôt sur le versant administratif, qui est secrétaire médicale. Et donc on a tous un rôle dans la coordination de ce qu'on fait déjà et donc on aura aussi un rôle dans l'animation du tiers-lieu. Aujourd'hui, on a un comité de pilotage qui est né donc, de l'appel à manifestation d'intérêt auquel on avait répondu, dans lequel il y a la région Centre-Val de Loire, il y a l'association Kaléidoscope, il y a le parc naturel régional de la Brenne et Maison familiale rurale. On présente régulièrement les actions aux salariés, aux résidents et à leurs familles. Et après, on sait que l'enjeu aujourd'hui, ça sera de faire rentrer des habitants en fait dans la gouvernance. Et donc ça va être vraiment tout le travail de cette année 2025-2026.
Le lieu lui-même, il est important, ouais. Ici, le lieu, il a une grande importance. Du coup, c'est la pièce d'accueil. Donc il y aura en permanence quelqu'un qui sera ici et puis pour accueillir les gens, sachant quand même qu'on a prévu, comme il y a un espace de coworking, un accueil automatisé. Donc ça sera ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour ceux qui veulent venir travailler le dimanche. L'objectif ici, c'est d'être un pôle de compétences sur, entre autres, les matériaux biosourcés. On fabrique dans la région, sans que les gens le sachent forcément, du filament pour imprimante 3D en roseau de Brenne. Les roseaux viennent de Brenne et la technologie vient d'ici aussi. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. On est parti du constat que sur le territoire, on a des savoir-faire qui ne sont pas mis en avant et qui sont d'un niveau, on va dire, technologique important. Vous voyez, par exemple, là, il fallait faire le seuil. Pareil, le seuil, ça a été fait avec de la récupération de lunettes. Alors, il faut beaucoup d'imagination. Ici, ça sera l'espace de convivialité, la machine à café. Machine à café et puis pour manger, pour se voir ensemble, etc. C'est en vente à 15 000 € ce lieu, donc c'est pas énorme, mais on n'avait pas la trésorerie pour l'acheter comme ça, cash. Donc on a dû faire un financement participatif. On en est à peu près à 5 000 € là, de financement participatif. Et donc c'est l'ancienne buvette du village qui a été fermée il y a une vingtaine d'années. C'est tout petit, hein, ça fait genre une cinquantaine de mètres carrés sur 2 niveaux. Ça fait presque 3 ans maintenant, on entame notre 3e année sans lieu. Et on s'essouffle parce qu'on n'a pas de lieu, donc il faut trouver le lieu. Alors que quand on aura ce lieu-là, on aura juste à ouvrir. Si des copains disent bah on est en tournée, on passe la semaine prochaine par chez toi, est-ce que tu peux nous programmer? Bah carrément. Enfin, je veux dire, il y a un truc très spontané qui peut se faire. Et c'est ça, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. La Roche-Bellusson, donc à la base, la maison de retraite était installée dans ce château. Et donc c'est ce château qui est vide depuis 10 ans, puisque les gens sont partis dans un bâtiment juste à côté, moderne. Donc Kaléidoscope, ils ont été un peu forts en disant est-ce qu'on le détruit? Nous, le challenge, c'est justement se dire que ce sera un atout complet demain. C'est un endroit chargé d'histoire, qui a quand même une identité forte. Et c'est un endroit qui est beau et qu'on aimerait beaucoup rénover et lui redonner de nouveaux usages qui sont adaptés aux besoins du territoire. Déjà, c'est un lieu qui est assez impressionnant. Enfin, c'est une très grande maison, c'est beaucoup de bâtiments. Le lieu, il a une âme. Et puis dans l'aspect résidence d'artiste, le lieu, il joue un rôle primordial, presque aussi important que nous, ce qu'on produit comme accueil. Là, cette année, on a accueilli des résidences d'artistes pendant 1 mois minimum pour que les artistes aient justement le temps de s'imprégner du lieu et du territoire plus largement et que leur pratique artistique soit infusée par le lieu. On est en ce moment relogé dans des locaux temporaires. On est relogé par la mairie du Blanc et par la communauté de communes Brenne-Val-de-Creuse, puisque l'association est propriétaire du bâtiment, l'ancienne maison médicale, rebaptisée la maison amicale. Et donc, on était dans l'obligation d'avoir une mise aux normes pour l'accueil du public. Et puis, lors de ces travaux, il y a toute l'isolation du bâtiment, la rénovation thermique, etc. Mais on fait aussi un petit peu de réaménagement des espaces à l'intérieur, et notamment pour répondre à des projets et à un développement futur. On va avoir 2 espaces de formation connectés, insonorisés, modulables. Ça, c'était pas dans le projet de départ, de devenir un espace de formation. Mais on a une des structures qui est devenue organisme de formation. Et ce que ça montre, c'est que pour moi, la pérennité, l'avenir de Carte Blanche, mais pas que, à mon avis, c'est la même chose pour beaucoup de lieux, c'est d'être en mesure de constamment se réinventer et de constamment réévaluer nos orientations et d'être vigilant à continuer de répondre à un besoin du territoire. Si vous aimez la musique, ou le vélo, ou le chocolat, vous allez adorer le concert des Torqués Majeurs à 17h à la médiathèque Gulliver. La culture et l'art, de manière générale, pour nous, c'est assez important, alors que pourtant on fait du jardinage au départ. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une demande en milieu rural. Nous, on milite pour faire vivre le milieu rural.
à travers le jardinage, c'était aussi une manière de faire venir des gens et de leur proposer autre chose. Tous les ans, on a un gros projet lié à la culture ou à l'art. Ça peut être dessiner des bas. Là, cette année, on travaille sur du théâtre forum. L'an dernier, c'était des spectacles avec un concert en forêt. Voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir se faire mélanger, en tout cas pour notre lieu à nous, la culture, l'art et ce qu'on va appeler plutôt le côté écologie, environnement. Voilà, ça permet aussi d'avoir une diversité de public dans nos manifestations. On est très central, hein, je veux dire, on n'est pas loin de la A10, de la A20, enfin je veux dire, c'est quand même un lieu de passage, notre région. Donc c'est assez facile de programmer des gens qui passent par là au chapeau. Donc c'est un peu ça, c'est notre principe, c'est que voilà, il faut des petites formes qui veulent bien jouer au chapeau. Et donc c'est cette spontanéité-là, moi, qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir programmer des choses facilement, quoi. Il y avait déjà beaucoup d'actions qui étaient faites à l'EHPAD. L'enjeu avec le tiers-lieu, c'est d'ouvrir pour que les actions culturelles soient aussi pour les habitants et pas seulement pour les familles et les résidents. Et donc on a vraiment à cœur de proposer une programmation artistique et culturelle forte. Et donc là, on commence avec, dès le début du mois d'octobre, on va accueillir un cirque. Donc pendant plus de 3 semaines, il va y avoir des ateliers pour l'école, pour les résidents, et on va avoir des spectacles donc, qui seront ouverts grand public le soir ou en journée. Passer par l'art pour expliquer, c'est un excellent moyen de rendre les choses compréhensibles. On travaille avec les écoles sur tout ce qui est numérique parce qu'on s'est aperçu que les professeurs des écoles n'avaient pas le temps de se former à l'outil, et pourtant c'est à notre sens un enjeu d'avenir. Et donc on a créé 2 choses, à la fois des ateliers pour les écoles primaires, dans la robotique, mais aussi dans ce qu'on appelle le PIX, c'est-à-dire comment on appréhende le numérique, les emails, les fake news. C'est quelque chose dont ils n'ont pas pris l'habitude. Et le deuxième point qu'on essaye de mettre en place, c'est un atelier qui existe depuis 5 ans auprès d'ados, les Brain Makers, qui s'appellent. Et donc, on fait de la robotique, de la programmation. Donc, l'année dernière, on a fait une compétition régionale de robots sumo. Et donc, on essaye tous les ans de créer des projets avec ces jeunes de façon ludique pour leur apprendre le numérique. Vraiment, un des objectifs, c'est que ce soit aussi un tiers-lieu culturel. Mais avec cette couleur agriculture, nature, finalement, si on fait très large, transition écologique. Et donc, l'idée, c'est à la fois qu'il puisse y avoir un musée sur place, ou en tout cas un espace démonstrateur avec l'évolution de l'agriculture depuis la révolution industrielle jusqu'à l'agriculture d'aujourd'hui et les enjeux de l'agriculture aujourd'hui par rapport à la transition climatique. Et puis, ces manifestations plus ponctuelles telles que des spectacles, une fête de la transition, pourquoi pas, les projections débats. Demain sera notre jour. Demain, toujours demain. Demain, tu trouveras l'amour. Demain, toujours demain. On est sur plus de 2 millions d'euros. On n'est pas très fort en communication. Donc. On peut se heurter à des a priori. On ne rentre pas dans toutes les cases du médico-social et non plus pas complètement dans toutes les cases, je pense, d'autres tiers-lieux. Et on ne rentrait pas dans les cases. Et rentre pas dans les cases des tutelles, et donc... Une activité en devenir, on a besoin d'un soutien au démarrage. Et là, ça a été un petit peu compliqué, ça l'est encore un peu. Mais on va se lancer malgré tout et voir où ça va nous mener. Puisqu'au départ, on n'a rien. Quand on démarre une association, là, nous, elle a quelques années, mais on n'avait aucune subvention, enfin, pas d'argent, quoi. C'est toujours le nerf de la guerre. Donc là, il y a beaucoup de matériel qui est ici. Par exemple, c'est mis à disposition par des gens, quoi. On n'a pas pu l'acheter. Ça a été prêté ou voilà. On a eu un pacte, donc ça nous a quand même beaucoup aidé pour payer les œuvres aux artistes et les ateliers participatifs. Bon voilà, après, je pense que l'idée va faire son chemin, enfin le sentier, ça va faire son chemin, et puis des artistes vont peut-être aussi se dire, bah tiens, j'ai une œuvre là que je ne vends pas ou que quoi, pourquoi pas, ça rentrerait dans le sentier. C'est peut-être pas forcément une histoire d'argent, quoi. On n'a eu aucun mal à avoir des subventions pour les Raboteuses, le festival sur les femmes et la ruralité. Donc c'est génial pour une première édition, donc on fera une deuxième édition. Mais le financement des résidences d'artistes est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de solutions. C'est juste qu'il faut qu'on trouve les bonnes et qu'on essaye de pas trop tordre le projet.
en fonction des aides qu'on pouvait avoir, quoi. Faut le faire un peu parce qu'on est obligé, malheureusement, mais pas aller trop loin dans ce... Et nous, on travaille pas mal sur les problématiques environnementales, sur le changement climatique. Et puis des fois, on peut se heurter à des a priori, voilà, ou à des gens qui pensent qu'on ne va pas pouvoir changer les choses. Mais notre manière de faire du jardinage, on passe par l'exemple. On n'est pas là pour donner des leçons. On montre juste qu'il y a une autre manière de faire et que ça peut fonctionner. Voilà, on est plutôt satisfait de comment tout ça évolue. On a encore beaucoup de personnes du territoire qui n'osent pas franchir la porte parce qu'en fait, même si ça a toujours été une volonté de ne pas être dans l'entre-soi, ça a vraiment été une difficulté par le passé d'être lisible et d'être légitime par rapport aux collectivités locales, par rapport aux autres associations, etc. Enfin, je pense que ça, c'était une des vraies difficultés. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. On est vraiment inscrits comme des acteurs du développement social local important, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue, qu'on garde en tête, quoi, parce qu'on peut vite, les portes peuvent vite se refermer. Une idée reçue qu'on avait, c'est qu'à la campagne, il se passe pas grand-chose. Et tout au long de notre périple, on s'est rendu compte de la multitude de ces réseaux qui marchent par bouche à oreille, des petits groupes WhatsApp, et à quel point, en fait, il se passe mais tout le temps plein d'événements culturels partout. On peut le voir uniquement en habitant localement et en rencontrant les gens. Parce que ça marche pas on n'a pas des grandes infos qui circulent sur Internet. Le parc de la Brenne, oui, ils sont là pour nous soutenir, faire ce genre de projet de documentaire qui est très sympathique et tout ça. Mais après, il y a la communication, ça c'est bien parce qu'ils ont un gros réseau de communication, donc ça c'est important. Bon, nous on n'est pas très fort en communication, donc c'est vrai qu'on arrive à leur donner l'info en temps et en heure, ils arrivent à diffuser et ça c'est plutôt chouette. Le partenariat, c'est l'essence même de ce qui se passe à l'intérieur du tiers-lieu. Et puis après, on a aussi des partenariats très forts avec des acteurs et des actrices du territoire, que ce soit des partenaires un peu plus institutionnels comme le parc de la Brenne, ou que ce soit des associations qui n'ont pas leur siège social à carte blanche. On est labellisé Fabrique de territoire, donc c'est-à-dire qu'on a aussi vocation à accompagner l'émergence de lieux hybrides ou de tiers-lieux sur le territoire. Et donc je dirais qu'on a un peu ce rôle-là maintenant sur le territoire. On a beaucoup de relations avec les autres et de plus en plus, ça va faire une petite dizaine d'années que l'Ail des Ours existe. Au début, elle était vraiment basée sur le territoire de Luant et on a commencé des relations de partenariat, notamment avec le CPIE Brenne-Berry et Indre Nature, plutôt sur le volet environnement parce qu'on travaille sur la végétalisation des cours d'école. Et on a ouvert depuis 3 ans vraiment en lien avec le dispositif de la DRAC, le territoire d'innovation, parce qu'il y a un réseau qui s'est créé au sein du parc. Donc on a pu vraiment développer notre travail avec le PNR et du coup avec d'autres lieux qu'on connaissait de près ou de loin et d'autres qu'on a découverts. Donc du coup il y avait une émulsion là sur ces petites dizaines de lieux et ça a permis justement sur le parc qui est quand même un grand, et nous on est à Luant, on est à une commune vraiment en queue de Brenne, à une extrémité. Et on a pu faire des projets en travaillant avec des communes qui sont à d'autres bouts et on a pu comme ça couvrir un peu l'ensemble du parc sur des manifestations conjointes. La Brenne Box à la base c'était donc je vous disais un cyberespace d'à peu près 40 mètres carrés. Aujourd'hui la Brenne Box c'est 130 mètres carrés sur ce lieu avec 3 bureaux, un France Service et puis une grande salle de réunion. Et on nous prédisait 5 coworkers, on est à plus de 170 aujourd'hui. Et donc on a en idée de travailler sur Saulnay avec l'association locale sur la mise en place d'un tiers-lieu avec un accueil de la Brenne Box déportée et favoriser l'entraide, les déplacements partagés, le click and collect avec des producteurs locaux, etc. Donc on veut continuer à faire ça parce que ça marche bien en fait. Les gens ont envie de voir des choses en hiver, de sortir aussi, quoi. Donc, Dans une zone hyper rurale comme ici, ça marche. Il y a vraiment un vrai besoin du public de venir et c'est motivant pour continuer. On se dit qu'on est au bon endroit, quoi. Oui.